Monsieur le Président, je pense que vous m'entendez, mes chers collègues. Nous entendons cet après-midi le président du Conseil régional de la Guadeloupe, M. Richard, dans le cadre de la préparation de notre rapport sur l'évolution institutionnelle des Outre-mer. Nous vous remercions vivement, Monsieur le Président, pour votre participation. Nous achevons avec vous notre cycle d'audition qui nous a permis de consulter les exécutifs ultramarins. Comme pour ces derniers, une trame de questions vous a été adressée pour recueillir votre bilan de l'organisation institutionnelle et des règles de fonctionnement de la région Guadeloupe. Nous savons que des réflexions approfondies sont en cours sur votre territoire pour avancer des propositions d'adaptation de votre statut. Où en êtes-vous à ce stade? Que pouvez-vous dire sur ces débats et ce que vous en attendez? Quelle est votre vision sur le champ des possibles ouvert par la perspective de révision constitutionnelle de 2023. Je vais donc vous donner la parole, Monsieur le Président, sur ces points dans le cadre de votre exposé liminaire. Et nous vous interrogerons ensuite avec Micheline Jacques, si vous en êtes d'accord, qui est co-rapporteur, ainsi que mes collègues qui participent à cette audition sur la base de la trame qui a été adressée et qui se veut avant tout un guidage au sein de cette discussion. Mais je vous laisse tout de suite la parole, Monsieur le Président. Bonjour, merci. Vous m'entendez bien? Parfaitement, parfaitement. Oui, parce qu'il faut savoir que nous avons eu quelques soucis de piratage en Guadeloupe. Donc, nous avions dû effectivement, comment dire cela, faire un mécanisme pour pouvoir être en direct avec vous actuellement. On a bricolé un peu pour être... parce que pour nous, c'est Zoom. Et là, vous avez envoyé un lien qui est peut-être un peu difficile, mais on a pu quand même bricoler quelque chose pour pouvoir répondre à cette audition. Donc, bonjour à toutes et à tous, merci. Donc, je voulais déjà rappeler le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous connaissez un peu la situation des régions d'outre-mer. Nous sommes un peu comme la Réunion, nous sommes un département et région. Il est d'abord important de relever le contexte dans lequel se déroule cette audition. Un contexte de guerre en Ukraine, dont les effets se font ressentir jusqu'en Guadeloupe. Au travers de la hausse du coût de carburant, du prix des matières premières et de la pénurie de certains produits de première nécessité, l'augmentation du prix de l'essence a des incidences fortes sur notre population. Aussi, les ressources essentielles de notre collectivité régionale sont aujourd'hui querellées. Le triplement du coût du fret maritime et aérien a exposé notre exportation agricole et a eu des incidences sur l'activité de certains producteurs. Exemple, le melon. Un contexte de forte tension sociale liée à la crise de novembre 2021 et à la question de la réintégration des soignants qui est portée par un collectif de syndicats est aujourd'hui au cœur de notre actualité et des débats parlementaires. Enfin, contexte post-Fiona, la tempête qui nous a fait très mal ces derniers jours. Nous subissons dans nos îles les premiers effets du changement climatique. Invasion des algues sargasses, érosion du trait de côte, disparition des coraux, augmentation et violence des phénomènes cycloniques. Déjà que la Guadeloupe était en proie de l'ensemble des risques majeurs et naturels, des risques sismiques, volcaniques, cycloniques, le réchauffement climatique fait apparaître de nouveaux risques. Parce que nous sommes un archipel d'îles au milieu de l'océan, le phénomène n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement de nos grandes infrastructures, ports, aéroports, pour ne citer que cela, qui nous lient au reste du monde. Nous devons investir dans les prochaines années pour éviter d'être coupés du monde en cas de forte catastrophe naturelle et œuvrer pour développer notre autonomie, notamment alimentaire. Les pays du G20 vont reverser aux pays vulnérables 100 milliards de dollars sur le montant global de 650 milliards de dollars des droits de tirage spéciaux, DTS, émis par les Fonds monétaires internationaux. Jusque-là, le G20 n'avait jamais trouvé d'accord sur un montant à reverser aux pays en développement. Jusqu'ici, les promesses de dons s'élèvent à environ 45 milliards de dollars.
Les DTS sont un avoir de réserves internationaux créés en 1969 par le FMI pour compléter les réserves de change officielles de ces pays membres. Ils sont répartis en fonction de leur quote-part de chaque pays au FMI. En conséquence, en temps normal, le plus gros va aux pays les plus riches. Région ultra-périphérique, la Guadeloupe qui n'est pas la pauvre, mais un territoire vulnérable, peut-elle prétendre à bénéficier de ces fonds? Notre qualité de région ultra-périphérique nous impose de réinterroger notre relation avec le pouvoir central et l'Europe. Nous ne parviendrons pas à atteindre l'objectif fixé de la souveraineté alimentaire sans redimensionner le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, le POSEI. Ceci avec l'aide de l'État et afin qu'un plus grand nombre d'agriculteurs bénéficient de ces aides. Juste là, quelques mots avant de pouvoir vous entendre et vous répondre vraiment sur le concret de cette audition. Merci, Monsieur le Président. Enfin, sachez que ces mots préliminaires plantent le décor comme nous l'avions imaginé. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet en deux temps, si vous le voulez bien. Je vais traiter la partie bilan de l'organisation institutionnelle de la Guadeloupe, et puis je laisserai la parole à ma collègue Micheline Jacques sur la partie révision constitutionnelle, telle que le président Macron l'a envisagée à un moment donné, et les réflexions que vous avez en cours sur votre territoire. Alors, sur la partie organisation de l'organisation, bilan de l'organisation, j'ai presque envie de vous dire quel bilan faites-vous de l'organisation institutionnelle actuelle du point de vue de l'exercice démocratique, de l'efficacité de la conduite des politiques publiques et de l'adaptation de ces politiques aux réalités et besoins du territoire. Quelles sont les principales, puisque vous en êtes un des signataires, motivations de l'appel de Fort-de-France, dans la continuité des auditions de La Réunion et de la Martinique, et je ne doute pas que vous avez également à dire sur le sujet. Et puis pour aborder la trame de questions qui a été également adressée, évoquer l'aspect compétences et adaptation des normes sur des exemples d'actions ou de projets qui ont été contrariés, entravés, bloqués par l'organisation institutionnelle ou normative actuelle. Et souhaitez-vous, par exemple, est-ce que les réflexions actuelles vous amènent à imaginer des compétences dans des nouveaux domaines? Est-ce que vous envisageriez, par exemple, un aller-retour des restitutions, à l'inverse, de champs de compétences vers l'État, ce qui peut aussi être envisagé, bien évidemment? Est-ce qu'il y a une aspiration du territoire de la Guadeloupe à obtenir un pouvoir normatif dans certains domaines? Voilà, ce sont des sujets sur lesquels on a très hâte d'entendre votre position, Monsieur le Président. Eh bien, merci. Effectivement, bon, nous avons reçu les questions, nous avons travaillé, j'ai travaillé avec mes collaborateurs, sur le contexte, sur la situation. Pourquoi nous, effectivement, nous avons été co-signataires de l'appel de Fort-de-France. C'est vrai, il faut le dire aujourd'hui qu'il y a un échevauchement des compétences et surtout le millefeuille administratif qui accentue un manque de cohérence des actions et de l'efficacité des politiques publiques. Communes, structures intercommunales, départements, régions. Et nous en avions dernièrement, je crois, il y a 2 ans avant le Covid, discuté en congrès pour savoir un peu quel chemin prendre. On n'échappe pas ici en Guadeloupe à la forte abstention à chaque élection. Vous le voyez, l'augmentation du vote en faveur des partis extrémistes. Nous faisons aussi face, il faut le dire, à une profonde rupture entre notre population et la classe politique. Tout cela rend toute action et initiative émanant inaudible, il faut le dire. Cette crise de confiance s'installe durablement et ne fait que s'accroître. L'organisation actuelle n'a ni de souplesse, ni l'agilité qui sont indispensables pour agir efficacement. Il est donc pour nous nécessaire de poser la question de compétence de l'État qui pourrait être décentralisée. Et donc, l'instruction pourrait être transférée à certaines collectivités, en fonction des collectivités qui le veuillent. Moi, je parle de la Guadeloupe actuellement. Nous pensons notamment aux services déconcentrés de l'État, comme la DEAL. Il n'est pas aujourd'hui concevable pour pouvoir construire. Je prends l'exemple que nous avons notre hippodrome à Anse-Bertrand.
Cela fait 6 ans ou 8 ans que nous sommes dessus. Des fouilles archéologiques, la loi sur l'eau. Je pense que ce sont des compétences que la région Guadeloupe pourrait elle-même pu peut-être mener. Nous avons des techniciens qui travaillent, qui étaient à la DIAL, qui étaient dans d'autres services déconcentrés de l'État. Et il n'y a pas que cela, il y a la déviation. Nous faisons des études à gauche et à droite qui prennent du temps. À chaque fois, il y a encore des demandes. Donc voilà, tout ça nous retarde. Donc aujourd'hui, c'est cela. De Blaster qu'il y a quelques années. Le terme de coproduction n'est pas à ce stade anodin. Cet appel nous rappelle le président de région de Guadeloupe et des autres régions que vous savez, un appel solennel à l'État pour qu'il redéfinisse et modernise ses rapports avec les collectivités en fonction de leurs spécificités. Il est clair que quand nous parlons de régions, je prends l'exemple un peu des régions européennes qui sont de très grandes régions, et par rapport aux jeunes France qui sont 5 fois plus faibles, la Guadeloupe et la Martinique, la Réunion et autres, nous sommes des petites régions à 8000 km de l'Hexagone, donc nous avons plus de difficultés. Donc, dans notre document, nous souhaitons élaborer un nouveau cadre d'application des politiques publiques pour qu'elles soient plus proches des réalités de chaque région. Il faudrait aujourd'hui placer le levier de décision plus près des territoires et souligner surtout la nécessité d'une nouvelle politique économique fondée surtout sur nos atouts, notamment géostratégiques et écologiques. Nous savons que cet appel intervient dans un contexte de fin de l'État-providence. Mais les questions liées à la modernisation des rapports entre l'État et les collectivités et à l'appartenance à la République doivent être abordées et repensées. Donc, aujourd'hui, des exemples concernant ces compétences et surtout les normes qui existent, oui, on en a. La région poursuit un programme de valorisation et de préservation de ses littoraux au titre de l'économie bleue qui s'intitule le plan Océan. Un programme que nous avons inscrit depuis 2015 et plus de 30 millions. Nous souffrons de l'existence des contraintes liées à la loi sur l'eau. Je vous le disais, avec la DEAL, avec le Conservatoire du littoral, la gestion des procédures environnementales, comme le pont de la Boucan, d'autres projets que nous avons, des projets structurants pour notre région et financés par la région, accusent des retards considérables. Alors aujourd'hui, cette situation a des incidences sur la commande publique dans le BTP. La gestion du Covid ne nous a pas arrangés. Nous regrettons aussi de consultation, et je l'ai à plusieurs reprises signifié au préfet, au gouvernement, avec l'ARS, qui prenait les décisions sans consulter les présidents de départements, de régions, les élus, les parlementaires. Et je pense que le Guadeloupéen, comme j'aime le dire, est le meilleur expert des affaires guadeloupéennes. Nous devons désormais nous interroger sur une nécessité de refonte de nos rapports avec les autorités en charge de la santé. Il y a une nécessité absolue d'agir avec pragmatisme et efficacité dès lors que la santé des Guadeloupéens est menacée. Cette crise révèle une refonte de nos méthodes et de nos pratiques est indispensable pour avancer. Vous avez parlé de compétences dans de nouveaux domaines. Nous souhaitons aussi exercer pleinement certaines compétences. Je dirais sur la biodiversité, l'environnement, aux énergies renouvelables. Il y a des lois qui existent. Ces compétences confiées aux régions, notamment dans l'Hexagone, n'ont pas les mêmes, nous n'avons pas les mêmes spécificités que ces grandes régions de 3 millions d'habitants, de 5 millions, voire pour d'autres et plus. Comme à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au titre de la déconcentration de cette fois, j'ai demandé à plusieurs reprises à l'État que le préfet de Guadeloupe puisse bénéficier de dérogations pour accélérer
et mettre en œuvre certaines politiques publiques. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été fait. Nous avons subi Fiona. Je pense qu'avec cette dérogation, nous aurions pu aller encore plus loin. Avec cette même dérogation, nous aurions pu effectivement aller plus vite dans les travaux entamés par le département, par la région, pour pouvoir soulager les Guadeloupéens qui restent sans eau pendant des semaines. Donc, je le dis aujourd'hui, certains services de l'État, et plus précisément, plusieurs même, je ne les citerai pas tous, le Conservatoire du littoral, la DAF, il faudrait une vraie décentralisation. Nous avons l'habilitation en énergie. Nous avons démontré un peu notre capacité à avancer de 18 à 20% du mix énergétique. Nous sommes passés à plus de 40%. Aujourd'hui, nous devons inclure aussi cette question fiscale. À titre d'exemple, plus sur le continent, l'impact de l'électrification de la mobilité va rendre indispensable la refonte du modèle de taxation qui s'appuie sur la consommation de carburant, sur l'aménagement, par exemple, du territoire. Nous subissons aussi trop souvent une vision étroite et dogmatique qui freine les projets de développement. Il faut le rappeler, 77% de notre archipel guadeloupéen est constitué de surfaces agricoles, de surfaces naturelles protégées. Notre développement n'est envisageable que sur 23% de ces surfaces. Il est urgent de revisiter les procédures au niveau de l'État doivent être décentralisées. Nous pensons notamment à certaines missions dont l'instruction pourrait être confiée à la collectivité, chef de file du développement et de l'aménagement du territoire. Cela peut même s'envisager à droit constant, sans évolution législative majeure. Et je pense que nous gagnerons beaucoup en cohérence. Et de là, je pense que ce sera un départ pour que nous puissions redonner confiance à notre population. Merci, Monsieur le Président. On va aborder, si vous le voulez, maintenant l'organisation des institutions, que vous vivez pleinement, évidemment, pour en être au cœur. Est-ce que l'organisation actuelle et les règles de fonctionnement de la région sont satisfaisantes de votre point de vue? Quel bilan provisoire faites-vous du contrat de convergence concerté qui a été mis en place il y a maintenant un an, donc en 2021? Est-ce qu'une collectivité unique qui se substituerait à la région et au département vous paraîtrait pertinente pour améliorer l'efficacité des politiques publiques? Et puis, quelles leçons, surtout, vous tirez de votre voisine, l'expérience martiniquaise, de cette collectivité unique? Est-ce que c'est un modèle qui peut inspirer? Voilà les quelques réflexions que je voudrais qu'on aborde avant d'aborder le rôle de l'État. Oui, vous avez, nous aimons dire souvent, j'aime à le dire, tout ce qui est fait pour nous et sans nous est fait contre nous. Nous sommes convaincus que l'État, l'effet néfaste du millefeuille institutionnel de l'environnement et de l'enchevêtrement des compétences, nous devons également reconnaître que l'efficacité des politiques publiques ne repose pas uniquement sur le changement institutionnel et statutaire. Le constat nous oblige de travailler ensemble. Les crises sont persistantes, y compris sur d'autres territoires. Même ceux qui ont connu une évolution institutionnelle. Le droit, pour être efficace, doit être au service du citoyen et seulement au service du citoyen, par l'institution. C'est le sens même de la simplification, de la modernisation de l'action publique locale que nous mettons en pratique. En Guadeloupe, nous avons, sous ma présidence, la CTAP, qui, je crois, est l'une des conférences, peut-être on me dit, la seule conférence qui se réunit aussi souvent que nécessaire pour discuter et décider de grandes politiques publiques territoriales. Dans lieu de convergence et de mise en œuvre concertée des politiques publiques stratégiques. La région, département et PCI communes peuvent partager leurs problématiques et mutualiser les moyens. Entre la région et le département, c'est vrai, nous avons installé des commissions mixtes qui travaillent ensemble sur la culture, sur l'agriculture et la pêche. Nous sommes au début de ce contrat de gouvernance. Le département a été installé il y a juste un an.
La réforme du Congrès des élus départementaux et régionaux peut être une proposition additionnelle afin qu'il se transforme en un parlement local et en formalisant la présence des maires. Je pense qu'on a beaucoup de possibilités, beaucoup d'atouts pour pouvoir avancer ensemble et pouvoir prendre des responsabilités pour mener à bien les politiques publiques. Merci, Monsieur le Président. Et concernant le rôle de l'État, puisque c'est un rôle central évidemment sur nos territoires, comment est-ce que vous jugez le rôle d'accompagnement de celui-ci pour exercer vos compétences? Les transferts se déroulent-ils dans de bonnes conditions? Est-ce que la déconcentration, c'est-à-dire les moyens de l'État sur le territoire, vous semble adaptée à vos réalités locales? Faut-il redéfinir, par exemple, comme ça a été suggéré par M. Letchimy, le rôle du préfet en Guadeloupe et dans les Outre-mer de manière plus générale? Vous savez, il semble aujourd'hui qu'il y a une tradition de subsister les velléités, réflexes dans l'outre-mer. On voit quelquefois pondre une volonté de mettre en place une recentralisation en pente. Les collectivités s'administrent librement et ce principe doit être respecté. Nous l'avons vécu, je l'ai vécu lors de la mise en place des communautés d'agglomération où on a forcé ma commune à entrer dans une circonscription malgré les deux ponts qui séparent la Grande Terre et la Guadeloupe. Et pourtant, la loi le dit, les collectivités s'administrent librement. L'État n'est pas assez en conseil ou en accompagnement. Nous positionner davantage en contrôle des légalités plutôt qu'en contrôle de l'opportunité. La gestion des fonds européens, par exemple, notamment le FEADER, la pêche et l'agriculture. L'État accentue le contrôle et alourdit l'instruction des dossiers. La collectivité a dû assumer seule les conséquences de la crise sanitaire. 47 millions perdus et absence de ressources compensatoires pour nous. Les relations, je l'ai dit il y a un moment, avec l'ARS. C'est nous qui avons dû acheter des masques, offrir aux pompiers, aux infirmiers, aux médecins, aux taximans. À ce moment-là, on n'a pas vu le travail de l'État. On s'est battu. Aujourd'hui, les politiques publiques stratégiques se développent sur un temps long, qui dépasse largement le temps de passage de fonctionnaires de l'État dans le territoire. Nous, élus locaux de terrain, pouvons certaines fois nous retrouver face à un manque d'échange et de dialogue avec les services déconcentrés qui ne tiennent pas compte de l'urgence de notre territoire. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Pour une déconcentration plus adaptée, il faut un toilettage des compétences des services déconcentrés qui pourraient être exercés par les collectivités territoriales, notamment en Guadeloupe. Il faudrait aussi modifier le décret définissant le fonctionnement de la CTAP pour que les politiques menées par l'État dans son domaine de compétences soient débattues, évaluées avec les élus locaux. Nous avons même pensé à associer vraiment aussi les maires. De même, il serait souhaitable que chaque année, le directeur général de l'ARS présente à l'Assemblée régionale un rapport d'exécution du programme régional de santé, comme ça se fait, je crois, avec la Chambre régionale des comptes en CTAP. Cette présentation serait suivie de débats. La procédure DG de l'ARS, par le biais de cette compétence, a déprogrammé le TEPSCAN, par exemple, sans concertation avec les élus locaux. Les Guadeloupéens se sont battus pour avoir le cyclotron. Nous avons mis en place un plan de financement pour un deuxième TEPSCAN. Eh bien, l'ancienne directrice de l'ARS l'a déprogrammé sans que nous soyons informés. Et vous avez le sénateur Théophile qui est à vos côtés, qui s'est déplacé même en Amérique pour aller voir un peu le modèle de TEPSCAN le plus adapté pour nous en Guadeloupe.
Il faut vraiment un assouplissement juridique et réglementaire sur les autorisations environnementales du préfet. Certains services déconcentrés de l'État ont tendance à agir en toute autonomie, sans ressentir la nécessité d'échanger avec les élus et les acteurs locaux, et sans retour d'expérience. Nous le voyons, par exemple, actuellement sur les difficultés que nous avons dès qu'il pleut en Guadeloupe, où des familles sont submergées par des ravines de l'eau qui rentre dans les maisons. Et quand vous curez pour protéger votre population ces ravines, vous êtes attaqué et vous êtes, comment dit cela, vous êtes entendu par la police de l'eau. Et moi, même personnellement, en tant que maire, à l'époque, j'ai été condamné parce que j'ai dû décaser des familles, mais surtout nettoyer un canal très important qui lie la ville de Bemao et leur grand centre commercial qui se trouve sur notre territoire. Donc, c'est inadmissible. Peut-être que si nous avions eu des morts et j'avais laissé le canal en l'état, je n'aurais pas été condamné. Alors, concernant le préfet, je suis soucieux du principe constitutionnel de libre administration en vertu duquel les collectivités territoriales se gèrent et s'administrent librement. Pour ma part, sur cette base, j'entretiens personnellement de très bonnes relations avec le préfet qui est dans son rôle. Je le dis très bien, avec qui j'entretiens une collaboration étroite sur les dossiers d'intérêt commun. Par contre, comme je le dis, il faudrait effectivement que l'État reste dans ses missions, que les régions, les collectivités ont plus de responsabilités, plus de compétences, contrôlées quand même par le contrôle de l'égalité. Voilà. Merci, Monsieur le Président. On va passer maintenant à la partie constitutionnelle de cette audition, étant précisé que la mission Outre-mer risque d'être annoncée dans l'hémicycle un peu plus tôt que nous ne l'avions pensé. Donc on s'en excuse par avance, Monsieur le Président. La mission Outre-mer, les crédits de la mission Outre-mer pour 2023 risquent d'être annoncés un petit peu en avance. Et Micheline Jacques étant par ailleurs rapporteur de cette mission, on va devoir condenser un petit peu la partie constitutionnelle de cette audition, en ayant évidemment soin de prendre connaissance des réponses écrites que vous pourriez apporter. Mais je laisse la parole maintenant à Micheline. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Monsieur le Président, je vais commencer par les dispositions de l'article 73 de la Constitution que vous souhaiteriez modifier ou ajouter au regard de tout ce que vous nous avez évoqué précédemment, lesquels sont, selon vous, un point de blocage pour les évolutions que vous souhaiteriez. Et en 2019, le 26e Congrès s'était prononcé en faveur d'une révision de la Constitution et d'une loi organique propre à la Guadeloupe. Si une loi organique devait être élaborée pour la Guadeloupe, quelles dispositions souhaiteriez-vous y inscrire? Donc, de toutes les façons, je ne sais pas si on vous a transmis quand même, hein, suite aux questions, bon, on vous le fera parvenir dans les meilleurs délais. Vous savez, je vais être peut-être rapide et un peu long. La co-construction est le fondement même de la démocratie et au cœur du processus de décentralisation opéré depuis des années. On ne devrait pas avoir à institutionnaliser le principe de co-construction qui est pour moi la base même de la relation entre l'État et les collectivités. C'est à quoi nous aspirons. Une concertation véritable qui, je crois, se produira à travers le changement de mentalité. C'est là pour moi une demande explicite dans l'appel de Fort-de-France. Il faut faire avec nous. Pourquoi la démocratie participative, il y a quelques années, la loi disait faire ensemble, prendre nos intérêts en jeu. C'est le nouveau cadre que j'appelle de mes voeux pour que nous puissions avancer. L'article 73 pose le principe d'identité législative avec des possibilités d'adaptation. On constate le principe d'une égalité de droit entre l'outre-mer et l'Hexagone. Toute évolution permettrait de donner un contenu réel, concret à cette égalité de droit pour en faire une égalité de fait est bienvenue. Si on n'est pas encore en présence d'un pouvoir normatif autonome,
Il ne fait guère de doute que les nouveaux termes de l'adaptation ont pour signification majeure que le régime des DROM est assimilé n'est pas uniforme. Chacune de ces collectivités a vocation particularisée. L'évolution sémantique de l'article 73 plaide en faveur d'un particularisme accentué en réponse aux aspirations manifestées dans certaines collectivités. Nous plaidons pour une plus grande association des collectivités territoriales au pouvoir normatif de l'État. Et c'est possible. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un congrès, il y a eu une évolution institutionnelle pour certaines collectivités, hein, notamment la Martinique, la Guyane. Toutes nos sociétés ont vocation, s'ils le veulent, demain de s'appartenir. Mais notre audition qui est aujourd'hui se situe dans un premier temps, celui qui consiste à rationaliser, moderniser, optimiser l'action publique locale afin de renforcer l'efficacité des services rendus aux citoyens, aux usagers, donc à notre population. Il viendra nécessairement un second temps, s'envisage par une indispensable consultation de cette population. Sachez bien que quelles que soient les décisions, quelle que soit notre position, nous ne ferons rien sans l'avis de notre population. Car elle, moi personnellement élu, je fais partie de cette population, je suis peut-être élu, mais d'autres ont aussi des idées qui peuvent nous permettre d'avancer sans que cela entrave par la suite l'évolution de notre région. Voilà un peu quelques mots, je ne veux pas rentrer vraiment dans ce débat. La coopération régionale auquel vous êtes très attaché, puisque j'ai eu le loisir de participer à votre intégration au sein de l'OSCE pour la Guadeloupe. Ce cadre actuel, justement, est-il satisfaisant ou souhaiteriez-vous plus de liberté, comme le permet l'article 74 de la Constitution? Et quel serait votre avis sur une éventuelle fusion ou réécriture des articles 73 et 74, ouvrant la voie à des statuts sur mesure et à l'effacement de la distinction d'homme-comme? Cette coopération, je ne dirais pas intégration, notre association à l'OSCE, c'est une bonne chose. C'est un enjeu fort pour la Guadeloupe. Le cadre institutionnel actuel permet effectivement de tisser des liens avec nos voisins caribéens, ce que nous faisons. Nous intégrer pleinement dans ce bassin régional à l'image de notre adhésion. Aujourd'hui, je le dis, hein, nous travaillons en étroite collaboration avec l'OSCE, l'Organisation des États de la Caraïbe, ou encore, nous sommes chefs de file du projet SAOCOP, premier programme de coopération caribéen sur la gestion des algues sargasses. Nous avons même aujourd'hui, j'en parlais, le cyclotron, où actuellement des habitants des îles de la Caraïbe viennent aujourd'hui se faire soigner en Guadeloupe. Donc cette collaboration, cette association se déroule très bien. Nous envisageons d'investir encore plus d'autres champs de coopération, notamment pour l'enseignement supérieur, avec un projet de médecine Vallée, la faculté de médecine de plein exercice que j'ai souhaité de mes voeux, qui avance très bien, dont les études avancent très bien, qui nous offre de belles opportunités. Et nous avons bientôt des Guadeloupéens qui partiront en formation, je crois que c'est à Sainte-Lucie, au niveau de France, d'une structure française qui se trouve à Sainte-Lucie. Ma réponse concernant cette réécriture ou fusion à la question 14, l'urgence pour nous, c'est de rationaliser, moderniser, d'optimiser l'action publique locale afin de renforcer l'efficacité des services rendus aux citoyens. Ce qui est important, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, et je crois que dans quelle que soit la région, la population attend qu'on puisse mettre en place de bonnes politiques publiques pour qu'elle puisse vivre sereinement dans sa ville, dans sa région, dans son quartier. Aujourd'hui, je sais qu'on a lancé
une forme de décentralisation il y a quelque temps, où on a fusionné beaucoup de régions en mettant 13 régions. Aujourd'hui, au moment où on regarde le budget de certaines régions européennes qui sont de plus de 280 milliards et au niveau national, c'est 28 milliards, je pense qu'il nous faut plus de moyens pour que nous puissions aujourd'hui mettre en place de bonnes politiques publiques. C'est ce qu'attend la population. Trop de textes, trop de normes aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait laisser aux régions, en fonction de leur spécificité, faire des propositions et quitte à on puisse les adapter ou les mettre en place un certain temps et voir par la suite si ça marche ou pas et prendre les décisions finales. Je terminerai par la proposition de rédaction émanant des travaux que Michel Magras avait menés avec la délégation sur la différenciation territoriale, quel cadre pour le sur-mesure. Pensez-vous que cette rédaction conviendrait à la Guadeloupe? En gros, je dirais que on doit combattre cette idée qu'une population est contre une évolution institutionnelle. C'est assez clair. En gros, toute famille, moi je prends un exemple simple, je le dis souvent, toute famille souhaiterait que leur enfant évolue. Vous envoyez votre enfant à l'école, vous souhaitez que votre enfant soit le meilleur dans la classe, qu'il fasse un métier où il gagne un bon salaire, que cet enfant évolue. Quand vous êtes dans une entreprise, vous souhaiterez aussi évoluer. Donc, effectivement, la population n'est pas contre une évolution institutionnelle statutaire. Elle attend surtout des élus l'amélioration continue de la qualité de service. Il semble qu'aujourd'hui, c'est notre principale responsabilité. Cette manière que nous pourrons restaurer des liens de confiance. Les leçons que je tire de ces dernières années, c'est que nous devons nous interroger sur l'échec des politiques publiques et aborder les défis qui se présentent à nous avec humilité. Un économiste célèbre affirme qu'une société ne peut avancer tant qu'il y a des inégalités. Donc, concernant cela, je dirais qu'il est probablement adapté à Saint-Barthélemy avec un statut un peu à la carte. La collectivité d'outre-mer avec l'avantage d'une situation financière excédentaire. Vous savez, Saint-Barthélemy, on dit que c'est la terre la plus riche de la France. À nouveau, la Guadeloupe se trouve dans le temps de l'efficacité, de l'efficience des politiques publiques. Viendra son second temps où les Guadeloupéens seront consultés et feront leur choix. Comme je vous l'ai dit avant, je laisserai aux Guadeloupéens le temps de choisir leur avenir en leur proposant. Si nous voulons que les choses avancent, il faut que nous mettions en place de bonnes politiques. Et quand cette personne voit que les choses avancent, les choses marchent, que cette personne voit qu'elle n'a pas de problème, cette personne pourra évoluer, pourra avancer et fera confiance à ses politiques. Je vous remercie. Je terminerai juste par le collectif pour un projet guadeloupéen de société, qui est un groupe de jeunes qui s'intéressent beaucoup à tout ce qui se passe et notamment qui veulent en savoir un peu plus sur cette évolution, ces projets d'évolution institutionnelle. Nous recevons beaucoup de mails, enfin tous les parlementaires, et j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous pensez de cette dynamique mise en place par des jeunes Guadeloupéens. Je pense que l'avenir appartient à la jeunesse. Et effectivement, il faut les associer. Et je suis bien placé pour vous dire que s'il y a un élu qui, depuis plus de 22 ans, accompagne les jeunes, c'est bien Harry Chalus, qui est aujourd'hui président de région, mais avant était maire de la ville de Bémao. Il faut effectivement compter sur ces jeunes. Nous avions une antenne à Paris où nous avons mis à la disposition de ces jeunes qui font un travail considérable pour nous faire des propositions. C'est ensemble que nous allons évoluer. Chaque idée, chaque tête, chaque politique, quel que soit le bord politique de la personne, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir évoluer. Mais comme je le dis aujourd'hui, nos concitoyens doivent bénéficier de politiques publiques adaptées aux réalités qu'ils vivent sur leur territoire. Et c'est pour cette raison qu'ils exigent des réponses claires et rapides. Et c'est à nous de leur apporter aujourd'hui.
Je vous remercie infiniment pour ces propos très éclairants. Je vais rendre la parole à notre président pour conclure. Merci, cher Micheline. Merci, Monsieur le Président Charlus, pour ces éclairages fort intéressants qui nous font conforter la nécessité, effectivement, de re-questionner nos organisations territoriales et également les rapports avec le gouvernement. Le gouvernement a par ailleurs initié un certain nombre de travaux sur chacun des territoires. Nous suivrons avec beaucoup d'intérêt évidemment les travaux des différents congrès, les propositions des différentes collectivités, les différents travaux de l'État pour nourrir cette réflexion que nous menons au Sénat et permettre de faire remonter des propositions au groupe décentralisation installé sous l'égide du président Larcher. En tout cas, merci beaucoup de votre disponibilité et puis de la sincérité de vos propos. Juste de votre conclusion, c'est possible? Bien sûr. Alors, je voulais vous dire déjà que une chose importante, je ne sais pas, bon, vous êtes que votre rapport est fait par la suite, parce que souvent nous avons des missions, nous avons des questions, et par la suite, ça prend du temps. Négatif ou positif, hein, c'est important, je pense. Si la France, effectivement, a mis certaines organisations différentes, notamment Paris, Lyon, Marseille, si il y a aussi des règles de droit pour les collectivités territoriales, je pense qu'aujourd'hui, on devrait effectivement beaucoup s'appuyer sur les élus en fonction de leur territoire, de leur collectivité. Nous saluons l'état d'esprit renouvelé du pouvoir exécutif, le gouvernement et législatif, le Sénat. Même si le constituant ne renonce pas au principe de fond de la République, il n'occupe pas l'assimilation législative, il introduit, il faut bien l'admettre, davantage de souplesse dans la manière d'envisager l'administration territoriale des départements d'outre-mer. Nous partageons pleinement ce changement de méthode. Dans l'organisation adjointe. Mais les élus que nous sommes devraient démontrer leur capacité à agir avec cette méthode de cheville au corps, à gérer dans la rigueur la plus absolue, à établir des rapports plus fluides avec l'État. Notre priorité consiste à moderniser, rationaliser pour enfin optimiser l'exercice de compétences transférées et d'assurer une meilleure qualité de vie et de services publics aux usagers citoyens. Réussir une coopération locale renouvelée et compatible avec les singularités de l'archipel guadeloupéen. Un modèle respectueux de la libre administration de chaque collectivité et porteur de développement cohérent, durable et qui ne constitue pas un échelon institutionnel supplémentaire. Avec votre soutien, nous entendons proposer aux citoyens un nouveau contrat écologique et social qui associe concrètement les usagers à la coproduction des politiques publiques. C'est le fil d'Ariane que nous voulons tisser pour parvenir à regagner la confiance de la population et renouer le fil du dialogue. Nous sommes une chance pour la France, on le répète souvent. Nos régions doivent être davantage sollicitées et associées aux grandes transitions écologiques et énergétiques. Nous sommes pourvoyeurs d'avis pour la communauté nationale sur de nombreux sujets, énergie renouvelable, biodiversité, croissance bleue. Nous vous sollicitons vivement afin que notre expertise dans ces sujets soit davantage reconnue. La Guadeloupe est un laboratoire d'idées et un lieu d'expertise avant adoption de l'élaboration de la loi et du règlement. Appliquons la loi de 82, vraiment beaucoup de choses avanceront. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président, et soyez une nouvelle fois rassurés sur le fait que cette maison, le Sénat, est avant tout votre chambre, la chambre des collectivités, et que nous sommes votre porte-voix et celle de votre population, et que nous sommes désireux, bien évidemment, de tenir compte de vos recommandations, de vos préconisations, de vos souhaits d'évolution, et nous en serons évidemment le garant auprès de vous et de votre population si cette réforme venait à aboutir dans les conditions qui sont pour l'instant pas encore tout à fait définies. En tout cas, merci beaucoup de vos propos et je vous souhaite une bonne fin de journée à vous. Merci, Président. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Il nous reste quelques mois. J'espère que les choses avanceront rapidement avant les prochaines élections sénatoriales. Peut-être que j'y serai, on ne sait pas.
Le Sénat ouvre le champ des possibles, Président. Bonne fin de journée. Merci à vous.